Donc, nous allons attendre quelques minutes encore, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont confirmé, mais qui manquent à l'appel. Donc, quelques minutes encore avant de débuter. Mon coprésident Stan est là, je pense. Sénateur Kutcher, vous êtes là. Il est à sa porte, à son bureau. Ah, vous pouvez surveiller son comportement, Rosa. Il va revenir. Il va être de retour bientôt. Aucun problème. Encore 2 minutes avant de débuter bien, si vous voulez bien. Okay, I think we'll get going now. Can everybody hear all right? Et donc, nous allons commencer. Tout le monde peut m'entendre correctement? Oui, tout va bien. Parfait. Donc, bon après-midi, chers collègues. Bienvenue. Et bienvenue à notre invité spécial d'aujourd'hui, Mark Carney. Il s'agit de notre 7e événement de solutions climatiques. C'est un plaisir pour nos membres de se réunir pour entendre M. Carney et avoir l'occasion de lui poser nos questions. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à un nouveau membre du groupe sénateur pour les solutions climatiques, l'honorable Clément Gignac. Bienvenue, sénateur. Nous sommes ravis de vous avoir. Merci. On adore ça que vous soyez là. Donc, vieux de presque 1 an, notre groupe sénateur pour les solutions climatiques compte 43 membres de tous les groupes du Sénat et de toutes les régions de notre pays. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis Ottawa, le territoire non cédé et non soumis de la nation algonquine Anishinaabe. Nous avons quelques annonces à faire avant de commencer. Donc, nous avons préparé une liste de questions que les sénateurs du groupe ont soumises à l'avance. Le sénateur Kutcher et moi-même poserons ces questions à M. Carney à tour de rôle et je m'excuse d'avance car il se peut que nous ne répondions pas à toutes vos questions. Il y a eu plusieurs questions de déposées. Donc, cette séance sera enregistrée et distribuée à nos membres qui n'ont pas pu être présents ici aujourd'hui. Veuillez noter que l'interprétation simultanée est assurée pour cette réunion. Au bas de votre écran, vous trouverez l'icône qui vous indique « Interprétation ». Cliquez sur la langue de votre choix, tout simplement. Merci tout à fait spécial, sénateur Saint-Germain et Dean, pour leur contribution à l'interprétation, ainsi que le bureau du sénateur Kutcher et le mien. Il s'agit d'un service essentiel, c'est-à-dire l'interprétation, et nous allons nous assurer d'avoir l'interprétation toujours et en tout temps. Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencier, M. Mark Carney, qui est l'envoyé spécial des Nations unies pour l'action et le financement en matière de climat. Économiste et banquier, il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre de 2013 à 2020 et avant cela, gouverneur. Comme vous le savez tous, j'en suis certaine, gouverneur de la Banque du Canada de 2008 à 2013. Il a travaillé chez Goldman Sachs ainsi qu'au ministère canadien des Finances. Il est actuellement vice-président de Brookfield Asset Management et responsable des investissements de transition. Il est un défenseur de longue date et bien connu de la durabilité, notamment en ce qui concerne la gestion et la réduction des risques climatiques. L'année dernière, M. Carney a publié son titre influent Values, Building a Better World for All. C'est un tome assez substantiel, je le sais, j'en suis propriétaire d'une copie, mais ça vaut la peine de lire. Bienvenue à vous, M. Carney. Nous sommes ravis de vous voir rejoindre nos sénateurs pour le climat aujourd'hui. Maintenant, à notre clavardage, je vais poser les premières questions. Si je
peux me permettre, M. Carney, notre groupe Senators for Climate Solutions s'est réuni pour promouvoir l'action climatique. Votre livre, Values, Building a Better World for All, traite des solutions réalisables pour rééquilibrer notre monde au sortir de la pandémie de COVID-19 et dans le contexte d'autres grands défis mondiaux. Pourriez-vous nous évoquer la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre, vos principales observations et les solutions que vous proposez? Monsieur Carney. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais remercier tous les sénateurs et sénatrices aujourd'hui ici pour votre participation et ce que vous faites, ainsi vous réunir pour trouver des solutions à ce problème qui soutiennent l'ensemble des Canadiens. Donc, j'ai écrit ce livre. En fait, je vais essayer d'être bref, mais mon expérience en tant que gouverneur de la Banque centrale au Canada et en Grande-Bretagne, c'était la crise. Donc, j'ai commencé avec la crise financière. S'est enchaîné la crise de l'euro, Brexit, la crise du climat à travers tout ça. Et au cours de mes dernières semaines, c'était le début de la crise de la pandémie de la COVID-19 que nous avons tous vécu. Donc, une question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a un élément commun, un fil conducteur à ces événements? Et pour ce qui est des solutions également. Et vous avez raison, j'aurais probablement pu faire l'édition de ce livre un petit peu plus judicieusement, mais pour aller à l'essentiel pour le début de la discussion, j'essaie de faire une relation entre les valeurs d'un marché et les valeurs de la société. Et c'est une relation en deux sens. On a besoin de certaines valeurs pour que les marchés fonctionnent bien. Sénateur Gignac, vous connaissez bien, avec tout le temps que vous avez passé dans les marchés financiers, on a besoin de régulation, mais des principes qui sous-tendent le marché. L'autre partie, c'est l'importance de ces valeurs, non seulement le pouvoir du marché. Et donc, pour ce qui est du sujet aujourd'hui, si la société, donc si le Canada est transparent à propos de ce qu'il valorise, la durabilité, la solidarité, la justice dans notre société, alors nous pouvons aider à faire en sorte que le marché soit au service de ces valeurs. Et donc, c'est là d'où viennent nos prescriptions de politique. Pour bien longtemps, les Canadiens ont soutenu la durabilité et les causes environnementales, mais cela ne s'est pas nécessairement traduit en des objectifs clairs et transparents. Ça a commencé à changer au fil des dernières années, non seulement au Canada, mais et donc les objectifs se sont cristallisés concernant la réduction des émissions avec l'objectif d'atteindre net zéro. Donc, je reconnais, et les sénateurs le savent, que net zéro, se rendre là, ne va pas résoudre tous les problèmes. Par exemple, le problème de biodiversité dans la nature va toujours nous suivre et ce n'est pas toujours une solution aux problèmes sociaux. Mais c'est absolument nécessaire que nous nous arrêtions sur les changements climatiques. On ne peut pas stabiliser les températures à 1, 2, 3 degrés, même si nous n'atteignons pas net zéro. Donc, ayant cet objectif en tête, cette valeur sociétale, la durabilité et le net zéro comme objectif. Alors, vous créez donc certaines des conditions afin que les marchés puissent être au service de ces objectifs. Et donc, ce que mon livre illustre, et on va en discuter plus spécifiquement, le travail que je fais avec les autres depuis quelques années a été comment organiser le système financier, donc le marché financier, comment l'aligner avec ces objectifs pour s'assurer que les décisions que l'on prend dans le système financier tiennent compte de l'objectif des Canadiens, c'est-à-dire la durabilité, que les marchés prennent cela en compte dans leurs décisions d'emprunt, d'investissement, de mitigation des risques. Et c'est par le biais de ce processus, lorsqu'il est jumelé avec les objectifs des Canadiens, les préférences des Canadiens, les biens que nous achetons et les services que nous utilisons, et de façon très importante, les politiques du gouvernement aujourd'hui et dans l'avenir également, de façon la crédibilité de ces politiques dans l'avenir. Alors que tout cela se jumelle, alors que nous avons aujourd'hui l'investissement que nous avons besoin aujourd'hui pour résoudre les problèmes de demain. Et donc, c'est le cycle que nous pouvons installer. Et nous commençons à faire cela. La raison de votre intérêt et de vos questions, c'est que nous ne sommes pas tout à fait là encore. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Donc, l'objectif de mon livre, et je vais
terminer à partir de ma propre expérience et ensuite généraliser à la philosophie et la pensée économique. Et je rends la chose pratique. Je parle de relations entre les valeurs du marché et les valeurs canadiennes, ce que les Canadiens veulent. Et merci. Comme vous avez dit, nous plongerons plus profondément dans nombre de domaines dont vous parlez dans ce livre. Également, nous avons un groupe qui a travaillé de façon significative sur le sujet de la prospérité pour notre pays. Donc, cette prochaine question va sûrement résonner avec ce groupe. Monsieur Carney, vous avez déclaré que l'objectif de zéro émission nette est la plus grande opportunité commerciale de notre époque. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous pensez que c'est le cas et quelles sont, selon vous, les implications pour le Canada, notamment en ce qui concerne les engagements fédéraux décrits dans le plan de réduction des émissions pour 2030, récemment publié. Donc, ne limitez-vous pas à cela, mais si vous pouviez en parler, ce serait bien. Merci beaucoup. Je pense que la première chose à souligner, c'est un niveau conceptuel. L'on fait face à un risque existentiel. C'est un risque extrême, c'est existentiel. C'est un risque fondamental d'avoir des impacts climatiques qui vont affecter la vie et le bien-être de tous les Canadiens. Et étant du Nord, d'origine, ça va affecter de façon disproportionnée les gens dans le nord du Canada versus le reste du Canada. Et donc, nous avons ce problème fondamental qui devient de plus en plus compris et les impacts commencent à se faire ressentir. Et je soulignerai qu'une des responsabilités que j'ai eues dans le passé, c'est de surveiller l'industrie des assurances et de réassurance, Lloyd's of London. Donc, quand vous avez cette responsabilité, vous devenez très familier avec les modélisations climatiques et ce qui se passe dans le monde. Et l'impact de la météo extrême a été assez important, plus sévère que ce que nous attendions. Et donc, on a ce gros risque. Jusqu'où pouvez-vous résoudre un problème? La question, c'est comment mettre des chiffres autour de ce problème. Quelques observations. La première, c'est en termes de besoin global d'investissement pour s'attaquer au changement climatique. Le montant incrémental d'investissement est quelque chose de l'ordre, et je vais prendre le plus bas côté du spectre, c'est environ 2 trillions de dollars d'investissement additionnel dans le secteur de l'énergie seulement. Donc, ce n'est pas seulement l'investissement qui est mis aujourd'hui dans le pétrole et le gaz naturel, c'est également 2 trillions additionnels. Et donc, c'est une somme absolument énorme. C'est 2 du PIB d'année en année pendant 30 ans. Donc, à l'intérieur du Canada, la magnitude est quelque chose est similaire. On a besoin d'investir 60 milliards de dollars additionnels dans des systèmes énergétiques, donc 4 fois les investissements actuels, disons 3-4 fois. Donc, c'est des investissements énormes qui vont être requis. Et donc, c'est, oui, résoudre un problème et ça crée de la valeur, des emplois dans ce contexte. Le second élément, et je vais finir ma réponse avec cela, donc le premier, c'est l'échelle, l'opportunité d'investissement. Donc, le deuxième élément d'opportunité commerciale, peu importe les secteurs, seront jugés en partie si ils vont faire partie de cette solution de changement climatique ou si ils seront toujours dans le problème parce qu'ils ont des plans pour réduire leurs émissions conformes à la transition que fait le Canada, comme décrit dans le plan de réduction d'émissions, et j'en reviendrai. Ou, bon, y a-t-il des voies qui ne sont pas cohérentes ou qui divergent des voies qui sont nécessaires
dans le secteur de bâtiment ou dans le secteur du pétrole. Alors, oui, il y a quelque chose qui se fait déjà, et c'est que ça va déterminer la valeur d'équité d'une entreprise. Et cela est vu dans des compétences qui sont un petit peu en avance comparées au Canada sur l'information et de leur position d'émission des entreprises. Et bon, ils ont pu, donc, ils sont un petit peu en avance. Alors, pour vous donner un chiffre, en Europe, bon, les équités en Europe, bon, si on examine l'évaluation pour les entreprises dans un domaine de haut ou bas émission, bon, cette prime a triplé au cours de cette dernière décennie. Alors, de plus en plus, ça augmente la valeur. Et bon, si vous connaissez les statistiques, bon, vous savez que c'est une corrélation de 0,7%. Et ça, c'est sur seulement l'élément de zéro émission nette. Alors, on va voir. C'est une chose que nous allons voir de plus en plus au Canada. Alors, et c'est justement ce que nous voulons voir. Et c'est pour ça que je parle aussi du fait que cela va diriger l'argent, non seulement pour des projets verts, mais certainement nous voulons bon, les batteries, l'hydrogène, vent, solaire, mais pour les projets qui émettent beaucoup, par exemple dans le pétrole ou dans le bâtiment ou le transport, là où les entreprises ont des plans et des investissements pour réduire leurs émissions. Alors, le ERP, ce que ça fait, bon, moi, je n'ai pas élaboré tout cela, mais ce que je vois dans le ERP, dans d'autres politiques sur le climat au Canada, et ce que je vois ailleurs au monde, ce qui fonctionne, ce sont les types de politiques qui ont des objectifs clairs, des régulations ou des prix vers la fin de cette décennie et qui sont crédibles par rapport à comment on les a conçus. Et je dis cela parce que des choses comme bon, 170 $ pour le carbone, bon, et ça serait donc ensuite un contrat de carbone pour la différence. Bon, ça, c'est une chose qui est très importante. Et ça, c'est une initiative très importante. Alors, c'est ce qui va définir les investissements d'aujourd'hui. Alors, les entreprises savent qu'on est à 50 $ aujourd'hui, mais ce qui est pertinent, c'est quand voilà le prix qui sera plus tard. Et quand ça, c'est les calculs qu'on utilise pour le carbone. Bon, les objectifs qui sont renforcés dans le ERP, mais qui ne sont pas formellement, mais on ne va pas aussi formellement élaborés, comme le Clean Grid pour 2035 ou le moratoire sur des véhicules à moteur de combustible. Bon, ça aussi, ça a un impact semblable. Au Royaume-Uni, là où je m'y connais un petit peu en Europe, ces types des politiques de décarbonisation, disons, amènent une certitude à l'avenir et bon, une simplicité, donnent aux industries et aux personnes de s'ajuster. Et ça nous donne une direction de là où on devrait diriger l'argent. Ce sont ces politiques qui vont donner les meilleurs impacts et création de valeur par rapport à la croissance, emploi, mais aussi pour créer des valeurs pour les entreprises qui peuvent ensuite donc réinvestir l'argent dans l'économie. Très bien, ça c'est très utile. Stan, vous avez la parole. Merci, Mary. Merci, Monsieur Carney. Alors, je peux rebondir sur ce que vous avez dit. Bon, l'année passée, bon, les banques, les Big Five ont signé l'alliance bancaire net zéro des Nations Unies.
Et nous savons que les 5 grandes banques canadiennes sont parmi les principaux leaders mondiaux de l'industrie des combustibles fossiles, compte tenu des importantes associées à la production de combustibles fossiles et à la combustion en aval. Beaucoup disent que les banques doivent rapidement réduire leurs investissements dans le secteur pétrolier et gazier, tandis que d'autres soutiennent que ces investissements sont nécessaires pour que les entreprises atteignent le niveau net zéro. Alors, je me demande, quelles sont vos idées là sur ce sujet? Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur, pour la question. C'est une question très importante. Et bon, dans le système canadien, les banques sont au cœur de beaucoup. Alors, c'est primordial le travail qu'elles font. Je vais dire que j'aimerais les féliciter de se joindre à l'Alliance bancaire Net Zéro. Alors, ils sont maintenant signataires pour Net Zéro 2050, mais je veux que ça soit aussi enregistré. Ce qui est important, c'est que les émissions de leurs clients, les gens à qui on prête l'argent. Parce que dans les zones les plus difficiles, Scope 3, c'est tout. Alors, ils ont signé l'alliance et ils ont aussi signé de faire leur part d'ici 2030 pour des plans de décarbonisation. Bon, cela est dû dans 18 mois. Alors, il y a beaucoup de travail à faire de passer de l'engagement aux planifications. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui était très important, c'est la voie, surtout pour le secteur gazier et pétrolier. Bon, nous avons donc des voies de l'Agence internationale de l'énergie qui stipule que le monde devrait financer 460 000 milliards de dollars par année pour l'infrastructure actuelle dans la transition du côté pétrolier gazier et plus que 4 fois plus pour le côté de l'énergie propre. Alors, c'est pertinent de ce que font les banques. Mais deuxièmement, pour retourner à la première question, bon, ce qui est pertinent, c'est la voie pour notre secteur d'énergie. Ce qui élabore donc cette voie d'émission pour le secteur énergie qui découle non seulement des ERP, mais aussi cette politique plus globale. Et alors, est-ce qu'il y a une conformité de financement pour réduire les émissions? Alors, il se peut qu'on... Bon, je vous recède la parole, comme ça on ne passe pas trop de temps là-dessus, mais il y a deux choses tout d'abord. Nous voulons avoir la divulgation des banques ici au Canada et au niveau mondial. On veut que ça soit plus clair sur les types de projets qu'on finance dans le secteur d'énergie. Qu'est-ce qui est un nouveau développement? Bon, qu'est-ce qui va réduire la carbone? Qu'est-ce qui est un transfert d'actifs? Et comment est-ce que cela est conforme avec les voies? Et donc, je vais dire deux autres choses. Au niveau mondial, là, bon, globalement, là où il y a un trou, bon, j'ai parlé de l'association internationale, mais il n'y a pas de voie qui se base dans les sciences pour le secteur pétrolier gazier. Il y en a pour beaucoup d'autres secteurs. Alors, nous avons donc besoin de quelque chose du côté canadien. GFANZ, le groupe que j'aide, bon, là où je siège, nous allons élaborer cela au niveau mondial parce que sinon les gens n'ont pas de comparaison. Et la dernière chose, et bon, vous pouvez décider si on veut passer plus de temps là-dessus ou non, mais il y a des investissements importants dans le secteur pétrolier gazier qui sont possibles pour réduire les émissions, de passer de scope 1 à scope 2. Et on aura besoin des banques et des fonds de pension pour financer ces investissements, si jamais ils ont lieu. Merci. Alors, pour bien comprendre le secteur banquier au Canada, peut-être cela pourrait aussi être relié au Glasgow Financial Alliance, l'alliance financière de Glasgow. Dites-nous un petit peu plus sur cette initiative. Comment est-ce que nous, on cadre avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec cette initiative, surtout avant la COP 27? Alors, ce que nous voulons faire avec l'Alliance financière Glasgow, c'est de prendre cette initiative, bien qu'il n'y avait pas d'initiative pour les banques, mais il y avait plusieurs
pour la gestion des actifs, des fonds de pension, l'assurance et maintenant côté banquier pour qui ont fait des engagements pour zéro émission. Alors, on veut que ça soit donc une norme commune. Alors, net zéro 2050, 2030, même chose pour les émissions pour leur portefeuille, décarbonisation, bon, rapport annuel, tout cela. Et ensuite, de rassembler ces éléments et pour que ça fonctionne, pour qu'on arrive à l'objectif. Alors, les banques font partie de ce travail et seront donc tenues à cette norme. Ce que nous faisons maintenant dans l'Alliance, c'est que nous, les banques vont convertir leurs engagements dans des plans d'action et dans 2 semaines, le 15 juin, on va établir une série de cadres pour ce qui est des pratiques exemplaires pour ces institutions. Alors, quelles sont les voies sectorielles? Bon, comment pouvons-nous réduire les actifs qui sont éloignés? Bon, que ce soit bon, on ne va pas pousser ces actifs dans la noirceur complètement. Alors, comment faire cela de façon responsable? Alors, on passe de consultation publique et on espère terminer cela d'ici à la COP 27 en novembre. Alors, voilà l'approche. Alors, si vous êtes responsable en tant qu'institution, vous vous engagez à aider à mettre vos clients sur la voie de zéro émission. Voilà ce que vous voulez voir de votre client. Voilà ce que vous devez faire avec votre propre travail et voilà ce que vous allez faire pour la documentation. Alors, ça, c'est une condition nécessaire pour que le système puisse bien fonctionner. Alors, nos banques, de ce point de vue, sont là et nous avons déjà vu les coupures ou l'élimination de ces établissements, bon, et ces usines, bon, et ça sera même plus détaillé au cours de cette prochaine année. Et je vais dire encore une autre chose, c'est que le système se fait, bon, est construit de façon rapide, mais pour ce qui est important, c'est que pour que toutes les parties prenantes doivent pouvoir avoir une source de données ouverte pour faire la comparaison de ces aspects. Comme ça, c'est une comparaison égale. Alors, on voit qui fait de bon travail, qui ne fait pas du bon travail. Alors, nous allons aider à élaborer ce projet dans le cadre de notre alliance. Merci beaucoup. Merci d'avoir expliqué cela pour que je puisse bien comprendre. Bon, un commentaire avant de céder la parole à Marie. C'est comme si on bâtit l'engin quand on est en train quand on est là en plein milieu d'un vol. Bon, ça, c'est une bonne analogie, en fait. Bon, nous, en tant que collectif, on est à ce point-là. Bon, il y a 3 ou 4 ans, pour la plupart des institutions financières, climat, c'était une question de responsabilité sociale. Ce n'était pas une question clé stratégique. Ils ne s'engageaient pas à zéro émission. Donc, bon, même 2 ans, il y a 2 ans, seulement 5 trillions de dollars dans l'industrie mondiale était dédié à zéro émission. Maintenant, nous sommes à 130, même plus. Alors, toute une transition. Mais ce qui était bon dans cet engagement, comment élaborons-nous ces plans? Comment faire la bonne comparaison des plans? Et tout cela se fait pour rajouter au fait que nous sommes là en plein milieu de ce vol. Alors, le système de comptabilité, le système de divulgation pour les finances et le climat, et certainement vous êtes au courant du TSFD, c'est une initiative privée. Maintenant, cela devient un secteur c'est une initiative publique par le conseil qui était basé à Montréal. Mais ça, ce système de navigation est en train d'être bâti, même en même temps qu'on bâtit l'avion, tout en étant en vol. Et bon, pour finir avec l'analogie, il y a toute une tempête climatique qui s'arrive, qui s'en vient. Alors, on va devoir tout compléter cela rapidement. Oh, Thank you.
And while we've got that climate storm coming, we've got this. Et alors que cette tempête climatique arrive, on a cette tempête d'inflation qui s'attaque à nous, non seulement au Canada, mais partout sur la planète. Et donc, si vous pourriez prendre un instant pour nous aider à comprendre quelles pourraient être les répercussions possibles du changement climatique sur l'inflation? Et avez-vous des idées sur la façon dont la Banque centrale du Canada pourrait gérer l'inflation de manière à atténuer les effets néfastes des changements climatiques maintenant et à l'avenir? Donc, on reconnaît qu'il y a plusieurs facteurs qui affectent la vague d'inflation qui s'abat sur nous, mais ramenons les choses au changement climatique, si possible. Oui. Donc, les impacts à court terme du climat sur l'inflation ont trait aux impacts physiques des changements climatiques et leur contribution aux chaînes d'approvisionnement. Et dans certains cas, j'hésite de le dire, mais c'est la façon dont les tendances se pointent, comme les sénateurs le savent et les Canadiens également. On a une crise alimentaire imminente qui est accélérée par la guerre injuste de la Russie envers l'Ukraine. Et donc, ce qui ressort de cela, non seulement en grains et en fertilisants, il y a tout cela, mais en plus de cela, nous avons des événements climatiques extrêmes, la chaleur extrême en Inde qui affecte les agriculteurs. Dans l'ouest du Canada, ça a été plus humide qu'à l'habitude. Il y a eu des délais. Au Brésil, il y a des problèmes aussi liés à la météo. Et donc, nous avons des éléments du problème qui affectent les chaînes d'approvisionnement et malheureusement, tout cela se produit à un moment où est-ce que nous avons des problèmes créés par les êtres humains en raison de l'agression de la Russie. Et donc, ça a un rapport avec l'inflation, certainement. Mais ce sur quoi je mettrais l'emphase, c'est concernant le moyen terme. Pendant cette décennie, et j'ai fait quelques analyses là-dessus, eh bien, nous nous attendrions à ce qu'il y ait un impact inflationnaire à moyen terme en raison des changements climatiques, en raison de l'échelle de restructuration requis dans les diverses industries. Et donc, quand vous avez un déplacement, en fait, dans les industries en raison d'un accord sur les échanges ou de la réduction des émissions, les gens changent d'emploi, des nouveaux investissements sont mis en place. Il y a toujours des frictions au niveau économique. Le Canada a une économie flexible, un marché de l'emploi flexible, et donc on va peut-être s'en tirer mieux que les autres, mais nous avons nos défis à nous quand même. Et donc, ce processus, oui, nous apporte des pressions inflationnaires à moyen terme. Nous pouvons, la Banque centrale peut y regarder, particulièrement puisque c'est un choc prévisible à l'opposé d'un choc lié au climat ou à la guerre. Il est important de reconnaître également que ce que nous faisons, c'est que nous passons à un système énergétique à plus faible coût. En fait, lorsqu'on a cette période, les bénéfices sont que les coûts marginaux de l'énergie et de l'électricité vont être beaucoup réduits. Les prix vont être moins volatiles. Le marché va être moins volatile. Donc, si nous prenons quelques pas de recul et regardons la situation actuelle d'une perspective globale énergétique qui affecte le Canada, bien sûr, nous avons un système qui est non fiable. On a vu cela avec l'agression russe, mais il y a également d'autres facteurs qui peuvent affecter l'approvisionnement et causer la volatilité dans les prix. On a des milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, donc c'est inaccessible et c'est non
soutenable parce qu'on bien, on a un système actuel qui n'est pas idéal. Il y a des frictions, on a besoin de changer de système et il y a des frictions liées à cela. Ce que la Banque du Canada peut faire et évidemment, vous ne me demandez pas d'être dans une position de suggérer à mon successeur ce qu'il doit faire, mais bon, à moyen terme, ce que la banque fait, c'est en fait, elle fait deux choses et elle le fait déjà. Premièrement, elle comprend les expositions et comment le système financier et l'économie canadienne vont s'ajuster à cela. Il y a beaucoup de boulot fait à cet effet, les tests de stress au niveau du climat, les analyses de scénarios, la compréhension des risques, la mitigation et aider le système. Ils ont contribué au système et personnellement, le gouverneur et son panel d'experts il y a quelques années, afin de s'assurer que le marché a toute l'information dont il a besoin pour faire ce changement. Donc, ça fait deux choses. Ça réduit les pressions inflationnaires et fait en sorte qu'il y a des dividendes supérieurs payés pour la croissance au niveau des emplois. Et au niveau conventionnel, ils prennent compte de cela avec d'autres facteurs. Merci beaucoup. Et bien sûr, nous ne voudrions pas vous mettre dans une position où est-ce que vous deviez recommander des solutions à vos successeurs. Donc, changeons de vitesse, pour ainsi dire. Donc, le budget 2022, au Canada, bien sûr, prévoit des crédits d'impôt pour les projets de capture, d'utilisation et de stockage du carbone. Donc, il y a un peu une controverse qui entoure tout cela. On va passer loin, nous dit-on, du côté pétrolier gazier. Donc, vous soutenez un secteur qui, oui, vous allez peut-être faire les captures à la source et réduire les émissions du côté production, mais il va toujours y avoir la combustion, blablabla, et toute cette argumentation. Donc, et un de nos sénateurs demande, pensez-vous que cet investissement, donc cet investissement dans les projets de capture, d'utilisation et de stockage est un moyen efficace d'atteindre le niveau net zéro pour ce qui est des investissements dans le secteur pétrolier et gazier? Recommanderiez-vous d'autres stratégies à examiner par le gouvernement? Donc, je pense que la première chose à souligner ici, c'est qu'il y a une transition qui se fait au niveau gazier et pétrolier, comme on le sait tous, et le Canada a l'occasion d'y jouer un rôle dans cette transition, particulièrement dans un système nord-américain énergétique. Et donc, le Canada doit être dans une position, et l'industrie le reconnaît, où notre pétrole et notre gaz est ultimement zéro carbone et à faible coût et fiable surtout. Donc, lorsque la fiabilité est là, mais les autres métriques par rapport à la sécurité et la durabilité, donc les coûts réduits et zéro carbone sont là également. Donc, les efforts sont là pour faire décroître les coûts marginaux. Et il y a eu, oui, des progrès concernant les émissions, mais pas ce qui est requis essentiellement. Et l'industrie s'est regroupée pour investir de façon majeure au niveau de la capture et du stockage du carbone afin d'éliminer les émissions de catégorie 1 et 2 dans les sables bitumineux, notamment. Donc, si cela réussit pendant la transition, cela va préserver un rôle pour la sécurité de l'énergie continentale. Donc, les clients principaux qui sont américains, c'est une bonne chose pour le Canada, une bonne chose au niveau de la marge. On veut des barils à faible niveau de carbone livrés. Et la seule façon ou la manière principale d'arriver à cela, c'est d'avoir des projets de capture, de stockage effectifs. Donc, si nous voulons un succès,
Je dirais, en fait, ce que l'on observe, ce sont des exemples de succès, en fait. Il y a l'entropie liée à la carbone. Ça va à mon autre rôle chez Brookfield. On a une compagnie d'investissement qui s'appelle Western Canadian Carb. Donc, la question, c'est est-ce que, pas le monde, mais l'Alberta peut faire cela à une échelle pour les sables bitumineux en tant que, de façon générale. Donc, les crédits d'impôt vont dans la bonne direction pour pousser ce processus vers l'avant. Il va devoir y avoir du capital privé de façon très substantielle afin de développer cela. Ce n'est pas à moi de le dire, mais ma vision, c'est que l'industrie va soutenir cela, ainsi que le gouvernement provincial, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire au niveau de la compétitivité et pour la durabilité. Ainsi, je dirais, comme certains autres disent, d'un point de vue canadien, d'un point de vue de compétitivité et de diversification des emplois, le développement de capture et de stockage et l'expertise et le succès qui touche tout cela est une condition nécessaire pour que nous puissions développer l'industrie de l'hydrogène et de réaliser tout le potentiel de nos ressources de gaz naturel. Et donc, tout et donc, il y a la question à savoir, est-ce que nous exporterions la technologie et l'expertise à d'autres qui en auraient besoin? Mais en soi, l'avantage est au Canada. Pour être bien franc, l'industrie se regroupe parce qu'ils veulent rassembler l'expertise, parce que le besoin se fait ressentir sur une période, sur une échelle de temps restreinte. Ils veulent travailler à une échelle industrielle très large. Et donc, il y a des problèmes d'exécution dans tout cela. Ce n'est pas si simple que ça puisse paraître. Et je termine là-dessus. C'est assez, il est assez facile maintenant de construire des wind farms. Donc, on n'a pas besoin de tout le soutien que l'on avait besoin il y a 10 ou 15 ans. Ça a changé en partie parce que les types de soutien similaires en Europe et qui ont pris ces technologies qui n'étaient pas économiques et les ont fait venir très bénéfiques. Le Canada en a profité. Et nous sommes dans cette position avec la capture et l'utilisation et le stockage du carbone que l'on a besoin pour l'industrie du sable bitumineux et pour l'industrie de l'hydrogène bleu. Ça ne veut pas dire qu'on va obtenir tout ce qu'on veut, mais on peut effectuer ces investissements et c'est ce que le gouvernement a l'intention de faire. Et c'est également vrai pour l'hydrogène vert qui est presque économiquement bénéfique. Nous fournissons un soutien pour le développement et l'application de ces technologies. Nous continuons de le faire. Si on parle des changements climatiques au cours de 50 ou 75 prochaines années, on parle de la inaudible. Donc, il y a peut-être moins de support initialement, mais ce n'est pas le cas. En tant que pays, nous devons décider où nous concentrons nos efforts. Et il me semble que, quoique le succès n'est pas chose certaine, ce n'est jamais chose certaine avec la technologie, il est probable dans ce cas, il est plus probable de ce cas que ce soit un succès. Et l'industrie, voilà, merci. C'est une bonne manière de réfléchir à la chose. Je vais retourner à un secteur que vous avez effleuré, qui était la guerre illégale en Russie ainsi que les effets déstabilisants mondiaux
au niveau de l'alimentation, les fertilisants, mais on n'a pas parlé de carburant. Donc, nous savons que la Russie est un exportateur important de ces énergies et donc en raison des problèmes d'approvisionnement de la Russie, le sevrage, dit-on, pourrait se faire plus facilement. Et both on a climate solutions front and an economic front. D'un point de vue économique et environnemental, quels sont les impacts sur le secteur gazier et pétrolier canadien pour répondre à cette demande? Et en même temps, quels sont les impacts sur nos objectifs zéro émission? Alors, la première chose de mentionner, j'aime bien ce que vous avez dit, les trois aspects. Bon, là, on se trouve dans une situation de détresse, oui, surtout plus pour ce qui est de la souffrance humaine en Ukraine et la souffrance qu'on va ressentir au niveau mondial à cause de ces trois aspects. Alors, je crois que premièrement, ce que la guerre a fait, c'est que ça rend que le monde va utiliser plus de notre budget carbonique à court terme. Et dans chaque cas, quand on déplace les sources d'énergie en Russie, notamment, ça veut dire que une source de carburant plus élevée sera utilisée. Bon, un des impacts, c'est du côté du pétrolier, mais aussi du marché mondial. Et c'est encore plus difficile à cause de ce qui se passe avec Russie. Et ça va être empiré là, avec l'annonce d'aujourd'hui. Et cela va donc déplacer le pétrole partout au monde. Et ensuite, on passe au charbon, que ce soit en Indonésie ou en Chine ou ailleurs. Alors, plus du budget carbonique sera utilisé. Ça, c'est tout simplement une question de calcul. Bon, l'atmosphère ne se préoccupe pas de pourquoi, mais sera touchée. Alors, ça rend tout le défi beaucoup plus difficile. Deuxièmement, il y a un besoin pour, d'un côté géopolitique, de traiter des actifs en Russie. Bon, s'il y a un déplacement, alors il faut préserver, premièrement, une chose, comme on fait en Europe, et il faut aussi fournir d'autres sources hydrocarbone qui peuvent provenir de plusieurs places, y compris le Canada. Troisième chose, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on pourrait se faire, on pourrait voir à court terme et ce qui peut se passer à moyen terme pour changer le système d'énergie. Bon, ça, c'est dans les alentours des prochaines 5 années. La plupart des projets de gaz liquéfié de nitrogène, bon, moi, je faisais des financements pour ces projets. Et ces projets, écoutez, prennent au moins 5 ans pour élaborer de conception jusqu'à la fin, jusqu'à livrer tout le projet de gaz liquéfié. Alors, bon, ça, c'est un projet qui peut durer pour plusieurs années, même 40 ans. Alors, quand on pense au nouveau gaz naturel, que ce soit du Canada ou ailleurs, vers l'Europe, bon, ça ne sera pas pendant les 40 prochaines années parce que l'Europe n'a pas une politique qui contient ces gaz après 2050. Alors, ça va durer 25 ans et cela change les calculs de ce projet, pourvu que, et certainement il y a eu quelques conversations là-dessus, mais pourvu que ce projet a d'autres options de passer au gaz naturel ou d'autres produits. Alors, voilà une des considérations. Étant donné que j'ai parlé avec plusieurs décideurs politiques en Europe, eux, ils se concentrent sur la sécurité et la durabilité de l'énergie et ils comprennent que pour avancer sur la capacité énergétique, il faut avoir l'horizon de 5 ans. Et on compare les gaz naturels avec d'autres options et de renforcer solaire, éolien et énergie et dans des cas, utiliser des usines actuelles et des mesures de préservation. Alors,
Voilà comment on fait les calculs. Et souvent, quand on lit cela dans les médias ou on parle souvent du court terme, mais on ne peut pas penser au court terme. Voilà la réalité brutale pour cela. Et je vais dire il y a un bémol en fait que pour ce qui est l'engrais et la nourriture, en fonction de comment les choses vont se passer avec la guerre, les choses peuvent changer rapidement, beaucoup plus que chez le combustible. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Et on va changer de vitesse encore une fois, plutôt pour l'élément de la société civile. Bon, le groupe d'experts sur les zéro émissions. Bon, des entités non étatiques et Catherine McKenna de notre pays est à la tête de ce groupe. Et c'est un rôle très important, une nouvelle organisation. Comment est-ce qu'un gouvernement canadien, de façon active, joue un rôle pour encourager les entreprises canadiennes à déclarer et à gérer leurs risques financiers liés au climat? Bon, c'est comme vous avez dit plus tôt avec les banques. Et comment pouvons-nous, en tant que Canadiens, puisse s'assurer que les entreprises vont faire ou vont en effet réduire leurs émissions? Alors, le groupe d'experts siégé par Mme McKenna est un groupe très important et chapeau à elle parce que aussitôt qu'elle termine un rôle très difficile, elle entame un autre très difficile. Alors, bon, ça c'est son caractère et on est heureux de cela. Alors, que peut faire le gouvernement canadien? Et alors, je vais dire que les gouvernements pluriels, parce qu'il y a un aspect provincial, fédéral et réglementairement. Là, on se dirige vers une divulgation obligatoire. Il y a 6 ans, on avait un groupe de travail sur la divulgation qui a été encouragé par la COP 20, la COP 21 à Paris. J'y ai participé et en effet, on a lancé cela au privé de répondre à la question: quelle information avez-vous besoin pour gérer les risques reliés au climat et les risques, non des opportunités là? Et avez-vous cette information? Et quelle est la décision utile? Bon, qu'est-ce qui est utile comme information? Alors, le privé trouve une réponse et petit à petit, des centaines et des milliers d'entreprises commencent à documenter cette information. Et on commence à voir les types de choses que je disais avant, bon, quant à l'évaluation, tout ça. Alors, le privé peut seulement aller aussi loin que, bon, à un certain point. Là, on se trouve, bon, là où il y a des 100 trillions de dollars dans les secteurs financiers, bon, et on veut que tout le monde fasse ça parce que nous avons besoin de cette information. Ce qui s'est passé à la COP, c'était que ce nouveau corps, ce conseil de normes a été établi comme le deuxième pilier de la divulgation. Alors, ceux d'entre nous qui examinent la comptabilité ou lit des systèmes de comptabilité, bon, on sait que le Canada fait partie du IRFS et donc c'est un système de comptabilité de divulgation semblable, à l'exception des États-Unis. Bon, là, il s'agit de divulgation sur le climat partout au monde, à l'exception des États-Unis, car les États-Unis vont faire quelque chose de très semblable. Alors, quel est l'objectif là? Bon, c'est de passer du volontaire à l'obligatoire. Comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité, de gérer non seulement les risques, mais les opportunités, parce que là, on se concentre également sur les opportunités. Alors, voilà la première chose que nous pouvons faire. Deuxième chose, c'est, bon, on avait parlé un petit peu de cette transition de zéro émission que les institutions financières et les entreprises ont élaboré ces plans. Et avec le temps, ce qui devrait se passer, ça s'est déjà commencé au Royaume-Uni, c'est que ces plans seront obligatoires parce que nous voulons que le marché puisse fonctionner. Comme ça, on peut juger qui a un plan, quel est le plan que je veux encourager. Il faut avoir
à cette capitale, surtout au Canada. Là où on a beaucoup d'industries, on veut apporter du capital à ces entreprises. Alors, la partie facile, c'est de bâtir des parcs éoliens et des parcs solaires. L'électricité, oui, nous en avons besoin. Mais l'impact le plus élevé, c'est d'aller à l'entreprise d'acier ou les autres entreprises de biens aux consommateurs qui a plus des émissions. Alors, et pour le faire, nous avons besoin de ce type d'informations. Nous avons besoin de ces informations de façon cohérente. Dernière chose, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais c'est un point très important. Une des choses que les entreprises sont demandées de faire, c'est de non seulement, bon, quelles sont les émissions de vos émissions, quelles sont vos émissions du bâtiment, des voyages, mais partout dans la chaîne d'approvisionnement, les émissions de vos fournisseurs, les émissions de ceux qui utilisent le produit, c'est-à-dire le scope 3, ou portée 3. L'importance de cette question de la portée 3, c'est d'avoir des incitatifs avec les entreprises. La plupart d'entre elles sont des PME. Bon, c'est dans leur intérêt de réduire les émissions. Et aussi, pour ceux qui font partie de cette chaîne d'approvisionnement ou chaîne de valeur. Alors, il y a beaucoup que peut faire le gouvernement et les autorités. Dernière chose, c'est que nous devons avoir une transition pour que on est sur le même pied d'égalité, pour que l'information soit disponible. Comme ça, on a du capital et envoyer le capital là où se trouvent ces entreprises qui réduisent leurs émissions. Ah, c'est fantastique. Bon, on n'a pas assez de temps et je sais que mes collègues et moi, on aimerait bien continuer là pendant une couple d'heures, mais alors peut-être on peut vous inviter de nouveau. Mais vous avez commencé votre conversation avec vos expériences avec toutes ces crises. Et cela me rappelle le président Roosevelt d'une mer tranquille n'a jamais fait un matelot doué. Alors, au nom de notre groupe, les sénateurs pour les solutions climatiques, nous aimerions vous remercier de cette conversation très émouvante et épatante. Et j'espère qu'on va pouvoir vous avoir de nouveau. On espère en présentiel pour continuer cette discussion parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous et c'est le cas pour nous tous. Je voulais également aussi dire, bon, j'aimerais remercier le personnel. Nous avons tous travaillé fort pour organiser. Merci Liliane Delajeune surtout. Et merci beaucoup aux interprètes d'être venus pour nous aider. Alors, rapidement, avant de clore, bon, Stockholm Plus 50 aura lieu dans quelques jours et nous allons partager des notes du briefing là-dessus de cette réunion du 6 juin prochain. Mercredi prochain, on aura une session de briefing sur les assemblées des citoyens et leurs demandes. Et alors, M. Carney, on va amener le public à la discussion et ça, c'est très important. Et troisième chose, le 22 juin, on aura une session d'échange avec Peers from the Planet du Royaume-Uni, ce groupe de travail, et on va entendre parler de Bernice Herrmann. Un an après que le sénateur Coyle et moi avions eu des discussions. Alors, M. Carney, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Nous avons tiré profit de tout cela. On est beaucoup plus sages grâce à cela.